Alors, le rêve européen. Pour des milliers de Népalais, c'est bien plus qu'une simple expression. C'est la promesse d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, loin des difficultés. Mais que se passe-t-il vraiment quand ce rêve se heurte de plein fouet à la réalité? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi cet espoir, l'espoir de l'asile, se transforme trop souvent en un mirage vraiment cruel. Oui, la question est directe. Et ce chiffre, il est glaçant. 95% d'échecs. C'est juste énorme. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se cache derrière un chiffre aussi brutal? Eh bien, il y a des vies entières bouleversées, des voyages terriblement dangereux, et surtout, il y a ce qu'on pourrait appeler un malentendu tragique. Le fossé entre les raisons qui poussent les gens à partir et les conditions réelles pour pouvoir rester. Allez, on plonge dans cette histoire. Alors, pour comprendre d'où vient ce chiffre, il faut faire un petit retour en arrière. Tout commence non pas avec l'économie, mais avec une guerre. Un conflit extrêmement violent qui a duré une décennie et qui a forcé des milliers de personnes à prendre la route de l'exil. Jeter un œil à ces chiffres, c'est assez parlant. Pendant la guerre civile maoïste, on a eu plus de 8000 demandes d'asile. Logiquement, on se dit que fuir une guerre, c'est la raison la plus valable du monde pour être accueilli, non? Eh bien, la réalité est tout autre. Regardez, sur ces 8000 personnes, seules 255 ont finalement obtenu le statut de réfugié. C'est vraiment la première claque, la première leçon de cette histoire. Même un conflit sanglant, eh bien, ça ne nous garantit absolument pas un droit d'entrée. Et ce qui est intéressant, c'est que la fin de la guerre n'a pas du tout stoppé les départs. On observe deux dynamiques très nettes. D'abord, ce qu'on appelle the squeeze, une sorte de compression. L'Europe fait face aux crises en Syrie, en Irak, elle se referme, et les Népalais en paient les frais, les chiffres chutent. Et puis, d'un seul coup, the spike, un pic énorme, massif, juste après le terrible séisme de 2015. Qu'il s'agisse de catastrophes politiques ou naturelles, au final, le résultat est le même. Les gens continuent de partir. Voilà, on arrive au cœur du sujet, parce qu'en fait, vouloir partir, même désespérément, ça ne suffit pas. Il existe un décalage énorme, un vrai malentendu, entre les raisons qui vous poussent à tout plaquer et ce que la loi, elle, exige pour vous accorder sa protection. C'est vraiment là que l'espoir se fracasse contre le mur de la loi. Du coup, la question qui se pose est assez simple et logique. Si la situation est à ce point désespérée, pourquoi y a-t-il autant de refus? Pourquoi est-ce que cette détresse, qui semble si évidente, ne suffit pas? Eh bien, la réponse, elle est à chercher du côté du droit international et elle est assez froide. Et ce fossé, il est là, parfaitement résumé. D'un côté, on a des gens qui fuient la pauvreté, l'instabilité, des raisons profondément humaines, on est d'accord, mais de l'autre, il y a la loi. Et la loi, elle, dit que pour être reconnu comme réfugié, fuir la misère, ça ne suffit pas. Il faut prouver une chose bien précise, que l'on est personnellement et directement menacé, persécuté. C'est ça la fameuse crainte crédible. Et le problème, c'est qu'après la fin de la guerre en 2006, du point de vue des autorités européennes, cette condition n'est plus remplie pour la plupart des Népalais. Et quand la porte officielle se ferme à double tour, eh bien, d'autres s'ouvrent, mais dans l'ombre. C'est mécanique. La demande pour partir, elle, ne disparaît pas. Alors une économie parallèle, une économie souterraine prend le relais. Une économie contrôlée par des passeurs qui, bien sûr, exploitent ce désespoir. Imaginez un peu le parcours typique. C'est un véritable périple vers l'inconnu. Ça commence souvent légalement par un vol vers le Moyen-Orient. Mais c'est là, à l'étape 2, que tout bascule. Par exemple, à Erbil, en Irak. Les passeports sont détruits, volontairement. Pourquoi? Pour rendre la personne totalement intraçable, pour effacer son identité. À partir de ce moment précis, la personne n'existe plus légalement. Elle est à la merci totale des passeurs pour traverser la Turquie et tenter d'entrer clandestinement en Europe. Bon, on met de côté les récits personnels en instant, et on regarde les chiffres, les données brutes. Parce que ces données, accumulées sur des décennies, elles dessinent une image très claire. Celle d'un un entonnoir implacable qui semble juste broyer les espoirs. 13 575. Voilà, c'est le nombre de Népalais qui ont demandé l'asile entre 1991 et 2016. C'est notre point de départ, le haut de notre fameux entonnoir. Maintenant, la question c'est, combien arrive tout en bas? Pas besoin d'un long discours, c'est d'une clarté redoutable. Sur nos 13 575 demandeurs, regardez bien, presque 13 000 se voient refuser l'asile. Il ne reste qu'un tout petit filet, en bas de l'entonnoir, 735. C'est le nombre de personnes qui, en 25 ans, ont réussi à obtenir un statut légal. L'écart est abyssal. Et si on devait résumer tout ça en un seul chiffre, ce serait celui-là. 5,4%. C'est le taux d'acceptation globale sur un quart de siècle. Pour le dire autrement, c'est à peine plus d'une chance sur 20. La réalité mathématique, elle est là, elle est brutale. Et elle amène forcément une question. Mais alors, que deviennent tous les autres, les 95%? Pour ces 95% qui voient leur rêve s'écrouler, il reste en gros deux options.
Deux destins très différents, mais qui ont un point commun, la précarité. C'est soit la disparition dans la clandestinité, soit l'expulsion. La première voie, c'est donc de disparaître des radars. Plutôt que d'affronter l'échec et la honte d'un retour au pays, beaucoup décident de rester, mais illégalement. Et là, c'est une vie dans l'ombre qui commence. Sans droit, sans la moindre protection, souvent à la merci d'employeurs peu scrupuleux pour du travail au noir. On estime que plus de 10 000 personnes ont choisi cette voie, notamment au Royaume-Uni et au Portugal. L'autre destin est beaucoup plus direct, et sans doute plus brutal encore. C'est l'expulsion, le retour forcé. Les politiques européennes sont de plus en plus restrictives. Les chiffres sont là, plus de 12 000 personnes ont reçu un ordre de quitter le territoire. Et pour près de 750 d'entre elles, le voyage s'est bel et bien terminé par une expulsion en bonne et due forme. C'est à ce moment-là que le mirage, si en restait un, se dissipe pour de beau. Alors là, on en arrive à une question assez logique. Avec si peu de chances de réussite et des risques aussi énormes, pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi les gens continuent de tenter leur chance? En fait, la réponse, c'est que tout ça est un système, un cycle, où différentes forces s'alimentent les unes les autres. Ce schéma résume parfaitement ce cycle infernal. Tout part de ce qu'on appelle le push, la poussée. C'est le désespoir et l'instabilité au Népal qui poussent les gens à partir. Cette demande, elle est exploitée par les enablers, les facilitateurs. Ce sont les réseaux de passeurs qui proposent leurs services. En réaction à ça, l'Europe met en place de la friction. Elle durcit ses frontières. Mais voilà le paradoxe. Plus les frontières sont difficiles à passer, plus les gens ont besoin des passeurs pour y arriver. Donc la friction finit par renforcer les facilitateurs. Et la boucle est bouclée, le système s'auto-entretient. Et on termine sur cette question, qui reste évidemment ouverte. Comment on fait pour briser un cycle comme celui-là? Un cycle nourri d'un côté par un désespoir immense et de l'autre par des politiques de plus en plus strictes. Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr. Mais une chose est certaine, tant que la force du désespoir sera plus grande que la hauteur des murs, ce mirage européen continuera d'attirer celles et ceux qui ont le sentiment de n'avoir plus rien à perdre.